Bonjour colonel, Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour merci de échanger m'avoir invité. ensemble sur un sujet très intéressant qui va concerner la criminalité en ligne, la problématique liée aux actifs numériques aussi, puisque c'est une nouvelle forme de criminalité en ligne, mais la criminalité en ligne n'est pas nouvelle. Je suis très content de vous recevoir, puisque vous, justement, vous dirigez tout ce pôle-là. Donc on va pouvoir comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants. C'est la première fois que je reçois quelqu'un en costume, Ça va bien se en passer, ça va uniforme bien pour se être très passer. précis. Et donc voilà, effectivement, c'est une grande première sur Cryptost et ça va être très intéressant de voir cet aspect-là. Donc encore une fois, merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis nous expliquer ce que vous faites du coup, en tant que commandant de cette unité de lutte contre les cybercriminalités? Alors moi personnellement, je suis le colonel de gendarmerie Nicolas Duvinage de la gendarmerie française et ma structure c'est le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace qui dépend de la gendarmerie nationale, donc le ministère de l'Intérieur. Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace c'est une structure à la fois centrale et nationale. En centrale, nous sommes environ 200 hommes et femmes de la gendarmerie, des enquêteurs d'une part, des experts, des techniciens de l'autre, mais également des juristes et des personnels qui font de la prévention. Donc il y a de la formation aussi, donc ça va de la formation à la répression en passant par la prévention et les aspects techniques, donc ça se veut très global. Ça, c'est au niveau central. Et puis au niveau local, nous avons 8000 cyber-enquêteurs de la gendarmerie qui sont répartis sur tout le territoire. Sur ces 8000, environ 500 sont à temps plein exclusivement dédiés à la cybercriminalité au sens large. Okay. Et donc, on est amené, par cet intermédiaire, à traiter aussi l'affaire de cryptoactifs. Et donc qu'on comprenne et que les gens voient un petit peu, est-ce que c'est vous derrière Pharos? Est-ce que vous intervenez sur ce genre de dispositif ou pas du tout? Alors Pharos, c'est la police nationale, mais c'est un organisme commun entre la police et la gendarmerie. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de signalements liés à la crypto sur Pharos, mais ouais, il n'y a pas de problème. en tout cas, dans le Ouais. cyberespace, les gens commencent à connaître Pharos. Et Absolument. effectivement, jusqu'à il y a quelques années, c'était quelque chose dont on avait l'impression que c'était intangible et que vous ne pouviez pas intervenir sur ces milieux-là. On peut. Ça change beaucoup. On peut et je suis là pour le prouver. Vous êtes là pour le prouver. Et justement, quelles sont les menaces que vous traitez au quotidien? Pas forcément sur la crypto, mais sur le cyberespace, quelles sont les menaces qui guident Alors dans le cyberespace, on a tendance à distinguer deux grandes familles d'infractions. Les infractions qui sont propres à la cyber, qui sont vraiment, comme on dit, consubstantielles de la cyber, qui n'existeraient pas et qui n'existaient pas avant. Donc typiquement, ça va être les atteintes au système de traitement automatisé de données, donc ce qu'on appelle en langage courant le piratage informatique. Okay. Sans ordinateur, sans réseau, il n'y a pas de piratage informatique. Donc ça, c'est une première grande famille. Et donc là-dedans, on peut mettre par exemple les ransomware, avec un volet crypto, bien sûr. Ce n'est pas automatique, mais en pratique, tous les ransomware qu'on rencontre, il y a de la crypto. Ouais. Et puis une deuxième grande famille d'infractions, c'est les infractions qui sont très largement facilitées par le numérique, par Internet. Typiquement, la fabrication et la diffusion d'images de pédopornographie, les escroqueries sur Internet. Et là aussi, malheureusement, il peut y avoir un peu ou beaucoup de crypto. Et donc la crypto s'est imposée au fil des années dans votre quotidien, ou en tout cas dans le quotidien de ces unités spécialisées, et comme un moyen de paiement. Vous parliez effectivement des ransomware. Aujourd'hui, c'est beaucoup en crypto. C'était beaucoup en Bitcoin. Maintenant, c'est plus en Monero. Un peu de tout. Il y a effectivement un peu de tout. Est-ce que voilà, ça a vraiment changé la manière dont vous travaillez, d'avoir des difficultés supplémentaires à ne pas pouvoir arrêter un flux bancaire et passer par des entités décentralisées? Ça a changé la manière de voir les choses? En fait, les criminels, ils sont comme tout citoyen, outre le fait qu'ils sont malhonnêtes quand même, ils sont comme tout citoyen, donc ils vont prendre les moyens techniques qui sont à leur disposition. Bien sûr. Donc quand la crypto a commencé à émerger, certains criminels, certains délinquants ont commencé à vouloir utiliser aussi la crypto. Et puis ça a commencé par Bitcoin évidemment, mais quand il y a eu d'autres cryptos qui sont apparus, ils ont commencé à jouer aussi avec d'autres cryptos. Et donc c'est normal que nous, on doive s'adapter aussi et qu'on soit en mesure de s'adapter, c'est important aussi. Donc, ça passe par de la formation, par des équipements, par des outils, des process. Et donc oui, on travaille activement sur ces sujets-là. Et donc quels sont vos... Alors sans secret d'État, effectivement, mais ou sans précision de dossier, je précise, parce que je sais qu'il y en a qui seront déçus de ne pas avoir la dernière exclusivité du dossier sur lequel vous travaillez, mais voilà, ce ne sera pas ici. Mais le quotidien de vos équipes et de vous sur ces sujets, alors là, si on s'oriente un peu plus sur les actifs numériques, justement, en quoi ça consiste? Est-ce que vous êtes alerté sur les réseaux sociaux par plusieurs comptes anonymes? Est-ce que ça remonte justement des commissariats jusqu'à vous ou des différents services? Ou est-ce que c'est vous qui prenez la main sur
au pifomètre ou en tout cas par la compétence que vous avez de comprendre certaines choses. Non, la gendarmerie ne travaille pas au pifomètre. Mais J'ai compris que le terme n'était pas le bon, mais c'était l'idée. Alors, les sujets vraiment les plus courants ou les plus sensibles sur lesquels on travaille en matière de crypto ou en lien avec la crypto, ça va être notamment du blanchiment. D'accord. Donc, du blanchiment de trafic de stupéfiants, où un certain nombre de gros trafiquants de stupes ont bien compris que travailler en cash, ça avait ses limites et qu'il pouvait y avoir certains intérêts pour eux à blanchir en crypto. Dans un premier temps, il y a quelques années, ils ont blanchi en montres de luxe, en grosses voitures, en maroquinerie, etc. Ensuite, ils ont blanchi en immobilier et maintenant, depuis quelques années, ils commencent à blanchir en crypto. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Il y a également aussi, on le disait tout à l'heure, tout le volet des rançongiciels, des ransomware, où la traçabilité des rançons, l'identification des flux est un élément majeur pour identifier les auteurs, même si on sait qu'en matière de ransomware, il y a une espèce de taylorisation du travail avec une fragmentation des tâches. Mais la partie crypto est pour nous un élément très important et on arrive à identifier des auteurs et à saisir des avoirs criminels, y compris des avoirs criminels en crypto. Puis il y a d'autres sujets en volume qui sont un peu moins importants, mais qui sont en termes d'atteinte aux droits et à la société importants. C'est les trafics d'armes ou de stupes sur le dark web, où là, le paiement est systématiquement en crypto, un petit peu aussi en coupon. Et puis on commence à voir aussi un petit peu d'accès payant à de la pédopornographie en crypto. D'accord, ok. Mais effectivement, dans l'écosystème et dans l'histoire des actifs numériques, on a tous en tête toute la partie dark web, dont vous citiez les noms tout à l'heure, avec beaucoup d'affaires au tout début des cryptos. Et puis ensuite, il y a eu, et vous êtes au bout de la chaîne de cette grande chaîne qui est la réglementation, la législation, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il y a eu le régime PSAN avec la loi Pacte et ce genre de choses. Et la finalité de tout ça, même si à un instant T ça peut embêter les entrepreneurs et qu'on ne comprend pas où ça va, c'est protéger le consommateur. Et c'est vous, grâce à ce dispositif, que vous allez chercher grâce à ça les malfrats ou que vous arrivez à remonter la chaîne grâce au KYC ou ce genre de choses. C'est ça qui protège tout ça? Absolument, ça y contribue en tout cas. Ça y contribue. Nous ne sommes pas Tracfin, donc on ne reçoit pas de déclaration de soupçon de blanchiment des PSAN par exemple. Ce n'est pas notre métier à nous. En revanche, quand il y a une déclaration de soupçon qui arrive à Tracfin et que les soupçons sont étayés par Tracfin, il y a saisie de l'autorité judiciaire et les magistrats peuvent saisir le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace pour diligenter l'enquête. On a aussi, puisque vous me demandiez tout à l'heure quelques exemples, on a aussi comme grande tendance sur les infractions des escroqueries au faux placement en crypto. Et ça, vraiment, ça mine la confiance dans le marché, ça mine la confiance du consommateur, ça nuit à l'image et à la réputation des acteurs légitimes qui, eux, font leur travail très correctement. Et donc on est là aussi quelque part et pour protéger le consommateur et pour protéger les entrepreneurs vertueux qui ne veulent que travailler. Et puis vous me demandiez également un exemple d'affaires qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Malheureusement, on a eu il y a quelques mois une affaire qui n'est pas encore jugée, donc je resterai assez vague sur les détails, mais c'est une affaire d'extorsion physique où un jeune homme qui détenait des fonds en crypto a été menacé physiquement, a été frappé pour qu'il divulgue l'accès à ces cryptos, ces éléments confidentiels. Et malheureusement, il est décédé des suites de ces blessures. Donc on a enquêté sur un homicide dont le motif de l'homicide était le vol de crypto. Et donc là, vous rentrez en jeu à ce moment-là pour... Et là, nous sommes intervenus au profit des enquêteurs régionaux qui, eux, enquêtaient sur l'homicide. Très rapidement, ils ont identifié qu'il y avait possiblement une motivation crypto derrière. Donc nous sommes intervenus pour les appuyer et pour identifier. In fine, les suspects ont pu être identifiés, notamment grâce à notre action. Et puis, je peux en parler même si l'enquête est toujours en cours, mais il y a eu, elle a fait l'objet d'au moins 2 conférences de presse.
Ça a été au mois de janvier, la saisie de l'équivalent de plus de 20 millions d'euros en diverses cryptos, et côté français et côté américain. Les 20 millions, c'est côté français, avec le FBI, sur une grande plateforme crypto. Effectivement, on avait le petit bandeau sur la plateforme et ça avait fait beaucoup de bruit, parce qu'effectivement, on se rendait compte que les autorités françaises avaient la capacité et ça ne passait pas sous les radars. C'était important de voir effectivement les actions que vous meniez. Très intéressant, vous venez de citer deux choses, encore une fois, que l'écosystème des actifs numériques connaissent, les phrases secrètes et ce genre de choses. Vous n'êtes pas forcément natif de ce milieu-là. Comment vous l'avez appréhendé en tant que colonel et comment vous êtes formé à ce sujet-là pour avoir cette expertise aujourd'hui? Alors la formation, c'est un enjeu très fort pour nous, parce que dans nos rangs, on a des hommes et des femmes qui, avant d'être gendarmes, sont citoyens. Donc on a des gens de tous âges, de tous horizons, de toutes formations. Certains sont nés avec la crypto, dans la crypto et manipulent à titre privé de la crypto, donc ils sont très à l'aise avec ça. D'autres soit sont plus âgés, soit indépendamment de la question de génération, ne sont pas à l'aise avec ça. Et donc il y a effectivement un enjeu de formation qui est très fort. Donc la gendarmerie a créé dès 2019 en son sein une formation qui s'appelle FinTech, qui vise à former des enquêteurs spécialisés. Nous en avons aujourd'hui formé depuis 2019 110. Okay. Nous avons formé également des enquêteurs dans des administrations partenaires ainsi que dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Et puis il y a la question aussi de diffuser au plus bas de l'échelle territoriale jusqu'au dernier kilomètre ce genre de formation. Mais évidemment, on n'a pas la même formation au niveau central avec une formation d'expertise qu'une formation de sensibilisation au dernier kilomètre. Donc c'est des enjeux qui sont très forts. Et puis il y a la question de l'outillage aussi, des méthodes de travail, des outils logiciels, avec potentiellement des enjeux budgétaires si on veut acheter des outils commerciaux, ou alors des enjeux de capacité à développer nos propres outils. Et nous avons des ingénieurs, des développeurs en notre sein, et nous avons créé un pôle d'innovation cryptoactif avec deux experts bien connus du milieu crypto. Et sur ces sujets-là, justement, on a beaucoup échangé aussi avec les équipes de Bercy sur un sujet plus large, sur le DSA, le DMA, les dernières actualités européennes sur la protection, vous en parlez aussi, contre la pédopornographie et l'accès à des sites pornographiques, ce genre de choses. Dans le métavers, on est en pleine discussion sur les règles à établir. Est-ce que toute cette vie qui alors on ne dit pas digitalise, mais peut-être numérise de plus en plus, ça vous fait pas, ça fait pas peur justement à des... dans toute on ne connaît même pas les crimes qui vont avoir lieu demain. Comment vous y préparez? Et avec tous ces nouveaux sujets de la cryptoactif, les monnaies numériques de banque centrale, comment vous appréhendez ça là, dans les 10 prochaines années? Alors la numérisation, ça fait partie de l'évolution du monde et de la vie. La gendarmerie existe depuis plusieurs centaines d'années. Ouais. On a vu l'apparition de la voiture, on a vu l'apparition de l'informatique. Depuis quelques années, on voit l'apparition et le développement majeur des cryptos. Donc à chaque fois, on a su s'adapter. Les nouveautés technologiques, y compris les cryptos, c'est effectivement porteur de nouveaux risques, de nouvelles opportunités criminelles, mais c'est aussi porteur de nouvelles opportunités d'enquête. Donc ça nous laisse des traces supplémentaires et ça nous donne des armes supplémentaires également. Donc on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je vois aussi ces opportunités-là. Et j'avais eu l'occasion également d'échanger il y a un peu longtemps maintenant, il y a 1 an et demi, avec une personnalité de la DEA qui avait participé à l'arrestation justement d'un des plus gros criminels du Darknet et qui avait encore en photo les grandes maps avec toutes les connexions, justement, vous parliez de traçabilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi, vous, la grande tablette ou en tout cas les grands papiers avec blockchain, c'est telle adresse qui se termine en 38, c'est un tel, c'est comme ça que vous fonctionnez aussi sur ces sujets-là? Alors, Big Brother, ça n'existe pas en France, ça n'existe pas en Europe. On est dans un état de droit, dans un espace de liberté, de libre entreprise et de droit. Donc, toutes les activités de la police, de la gendarmerie, de la justice sont très encadrées et c'est bien et c'est normal. Donc on ne fait pas ce qu'on veut, on n'a pas de gigantesque base de données, on ne surveille pas tout le monde. On travaille sous le contrôle d'un juge, magistrat ou juge d'instruction ou procureur de la République et on ne surveille pas tout et tout le monde. Mais je veux dire, effectivement, quand il y a une enquête, est-ce que vous avez aussi ce genre de fonctionnement où grâce à la traçabilité de la blockchain,
Et à sa transparence, vous pouvez relier l'adresse 35 à 42 puis remonter les flux. Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous vous basez? Alors, Parce que c'était assez impressionnant d'avoir la feuille du monsieur qui était dépliée avec l'entièreté de la map sous le coup d'une enquête judiciaire. Donc c'était pas. Alors on essaie de moins en moins de travailler avec le papier, évidemment. Donc les cartes qu'on déroule, c'est plutôt sur l'écran. Mais non, mais bien sûr, au-delà de la plaisanterie, bien sûr, on utilise tous les types d'outils qu'on peut imaginer. Des outils commerciaux avec certains acteurs très connus du milieu de la crypto, des outils qu'on développe nous-mêmes. Des outils open source. On collabore aussi beaucoup avec d'autres administrations françaises ainsi qu'avec d'autres États membres de l'Union ou au-delà des frontières de l'Union avec d'autres partenaires étatiques. Et évidemment, il y a aussi des échanges avec le secteur privé, avec le monde universitaire, etc., etc. Je vous pose ces questions parce qu'effectivement, il y a quand même, mais vous l'avez perçu, évidemment, cette croyance que les actifs numériques, les crypto-monnaies sont anonymes, or c'est pseudonyme. Et effectivement, on a de très belles entreprises, on a ScoreChain en France, on a Kaiko sur une autre manière qui permet justement de comprendre, parce que même si c'est transparent, il faut encore savoir le décrypter, donc c'était ça l'enjeu. Si vous aviez une recommandation pour ne pas tomber justement dans ces arnaques ou se faire avoir, alors on ne parle pas des extrêmes comme l'affaire que vous avez participer sur une agression physique, mais sur sa vie numérique, on sait que c'est généralement l'homme qui en fait fait des bêtises. Oui, en termes de masse d'infractions, effectivement, vous l'avez très bien dit, l'enjeu principal autour des cryptos aujourd'hui en matière de délinquance, de criminalité, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, ce sont les arnaques aux faux placements. Okay. Donc à partir du moment où on vous annonce un placement qui est trop beau pour être vrai, posez-vous des questions. Merci colonel Duminez. Merci à vous.